Bonjour mesdames et messieurs, ici Léona Vinsten au micro. Aujourd'hui, nous avons un programme riche en événements. L'Union européenne a capitulé, elle prépare un accord commercial. Elle a demandé un peu plus de temps. Parlons du fait que les économistes prédisent d'une catastrophe à cause de Donald Trump, encore une fois, et qu'ils sont encore une fois surpris d'avoir eu tort. Mais qui avait raison? Devinez. Un sujet intéressant et profond, la guerre de Donald Trump contre les universités de la Ligue du Lierre. Là-bas, rien n'est simple. Et à la fin, comme toujours chez nous, la cerise sur le gâteau. La destruction du Parti démocrate américain. A-t-il un avenir? Je ne suis, Dieu m'en garde, pas pour un système à parti unique. Mais les deux partis aux États-Unis doivent être pour la liberté, pour le libre marché, pour le droit de l'homme à poursuivre le bonheur qu'il souhaite et de la manière qu'il souhaite. Mais à une seule condition, ne pas empêcher les autres de faire la même chose. Diverses affaires et événements en cours ont mis de côté la signature d'accords commerciaux avec les pays partenaires commerciaux, nos États-Unis. Mais soudainement, l'un des accords est revenu au premier plan, et il s'agit de l'accord avec l'Union européenne. Le 2 avril, si vous vous souvenez, Donald Trump a proposé à l'Union européenne 90 jours de négociations avant l'entrée en vigueur de nos droits de douane sur leurs produits, ce qui, en réalité, n'est qu'une réponse à leurs tarifs et restrictions sur nos produits en Europe. 45 jours se sont écoulés, soit la moitié de ce délai. L'Europe n'a pas bougé. Elle n'a absolument pas réagi à la proposition des États-Unis de corriger la situation concernant les droits de douane. Et certains dirigeants de l'Union européenne et des pays membres se sont même publiquement moqués de l'idiot Trump, expliquant donc à nous tous que l'Europe survivra même sans les États-Unis d'Amérique. Comprenant que les 45 jours restants pour mener ces négociations vraiment très complexes, avec un ensemble de points complexes, 45 jours ne suffisent absolument pas. Il a vraiment dit 3 mois au début pour l'approbation par le Parlement européen. Ils n'ont pas plus de temps là-bas, il faudra le faire séparément dans chaque pays. En général, c'est toute une histoire à long terme. D'ailleurs, 45 jours, ce n'est absolument pas suffisant. Et Donald Trump a déclaré « Les gars, eh bien, si vous ne voulez pas, alors nous allons simplement augmenter les droits de douane sur tout. Les produits européens jusqu'à 50%. » Et ça a commencé. Eh bien, mesdames et messieurs, il semble que l'Union européenne ait officiellement cédé à la menace du président Trump d'imposer des droits de douane de 50%, et maintenant ils sont obligés de revenir à la table des négociations. Vous voyez, pas plus tard qu'hier après-midi, l'Union européenne n'a pas résisté à la pression du président Trump. C'est une véritable catastrophe pour leur projet mondialiste. Ils ont essayé de jouer dur, mais le président Trump a percé à jour leur bluff, et maintenant ils ont capitulé. En réalité, le président Trump a fait preuve de générosité en accordant à l'Union européenne un délai de 90 jours pour éviter des droits de douane de rétorsion, à condition qu'ils acceptent de travailler sur un accord commercial équitable qui respecte réellement l'économie américaine. Mais ils ont gâché cette chance à cause de leur arrogance, et voilà que, littéralement ces derniers jours, le président Trump a augmenté les tarifs, menaçant d'imposer un droit de douane de 50% sur chaque produit venant de l'Union européenne vers l'Amérique. Qu'est-ce qui a poussé l'Union européenne, prise de panique, à supplier pour un nouvel accord commercial afin de sauver toute son économie? Presque immédiatement, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé le président Trump, le suppliant de prolonger le délai de conclusion de l'accord commercial. Et comme il est si magnanime, le président Trump leur a accordé encore quelques semaines pour parvenir à un accord, les obligeant à mener les négociations à un rythme accéléré, comme le président Trump l'a lui-même publié hier après-midi. Aujourd'hui, j'ai reçu un appel d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, me demandant de prolonger le délai jusqu'au 1er juin pour l'introduction d'un tarif de 50% sur le commerce avec l'Union européenne. J'ai accepté la prolongation jusqu'au 9 juillet 2025. Ce fut un honneur pour moi. La présidente de la Commission a dit que les négociations commenceront prochainement. Merci de prêter attention à cette question. En d'autres termes, ils ont crié, se sont battus, se sont vantés et se sont fait dessus. Pourquoi fallait-il créer cette garderie? Voici des hommes politiques sérieux et des gens d'affaires. Eh bien, d'abord, il me semble qu'ils doivent évaluer la situation, puis en discuter. Mais d'abord, crier, se déchirer la chemise, jurer que jamais, et puis, au premier appel à l'ordre de l'éducateur, s'asseoir bien sagement sur la petite chaise. Et donc, cela montre, il me semble, aussi bien l'immaturité intellectuelle qu'émotionnelle des dirigeants de l'Union européenne.
Vous avez parlé avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Vous avez discuté des tarifs. N'êtes-vous pas tombé d'accord sur le protocole? Elle vient tout juste de m'appeler, comme vous le savez, et elle a demandé de prolonger le délai jusqu'au 1er juin. Et elle a dit qu'elle voulait entamer des négociations sérieuses, parce que je vous l'ai dit clairement, et je l'ai dit à tous ceux qui étaient prêts à écouter, qu'ils devaient le faire. Et nous avons eu une conversation très agréable, et moi, j'ai accepté de reporter la date. Je pense que ce sera le 9 juin, ou plutôt le 9 juillet sera la nouvelle date. C'était la date qu'elle a demandé si on pouvait la reporter de juin au 9 juillet, et j'ai accepté cela. Et elle a dit, nous allons nous réunir rapidement et voir si nous pouvons trouver une solution. Ayant obtenu un report jusqu'au 9 juillet, c'est-à-dire encore 40 jours, Ursula a annoncé que l'Union européenne se réunissait d'urgence à la table des négociations. Personne ne veut se retrouver dans la même situation que la Chine. Je vous l'explique, elle ne l'a pas dit. Alors, les amis, comme je l'ai déjà dit, l'Union européenne s'est tout simplement complètement rendue. Les économistes sont surpris que leurs prévisions d'effondrement de l'économie à cause de Donald Trump ne se réalisent jamais, encore et encore. Et ils sont obligés d'admettre à chaque fois que l'économie sous Donald Trump est en croissance et que l'inflation diminue. C'est exactement le contraire de ce qu'il nous avait promis. Nous venons tout juste de recevoir des informations. La confiance des consommateurs s'améliore pour la première fois en 6 mois. L'indicateur a dépassé les attentes des économistes car les progrès dans les négociations tarifaires du président Trump redonnent de l'espoir aux Américains. De l'espoir. Les marchés sont également en hausse à la suite des nouvelles parues ce week-end, selon lesquelles le président Trump fait marche arrière et suspend sa proposition d'augmenter les tarifs sur l'Union européenne. Ce matin, il a déclaré que, selon lui, l'Union européenne avance rapidement dans les négociations commerciales. Après la baisse du moral des Américains sous Biden, Trump a redonné au pays la confiance en l'avenir. Aujourd'hui, les Américains se sentent beaucoup plus confiants dans l'économie après les mois difficiles de mars et d'avril. Nous avons constaté qu'en mai, la confiance des consommateurs a augmenté et de manière significative. C'était mieux que prévu. En fait, il s'agit de la plus forte hausse mensuelle de la confiance des consommateurs au cours des 4 dernières années. Si l'on regarde la tendance, on voit que, au début de cette année, montre que la confiance a vraiment fortement chuté. Voici cette forte baisse de la confiance des consommateurs. Cela s'est bien sûr produit dans le contexte où le président augmentait les tarifs, tandis que le marché boursier chutait rapidement. En fait, le niveau de confiance est tombé à ses plus bas niveaux depuis l'époque du Covid, ce qui est assez remarquable quand on y pense. Mais maintenant, nous voyons une croissance significative, car il y a eu une certaine détente dans la guerre commerciale. Et bien sûr, ce rebond historique à Wall Street contribue également à renforcer la confiance. Et si nous regardons les indicateurs internes de ce rapport, il y a beaucoup d'aspects positifs ici, n'est-ce pas? Les gens se sentent beaucoup plus confiants dans la situation actuelle. Leurs attentes à court terme ont considérablement augmenté. C'était la plus forte augmentation mensuelle de cet indicateur depuis 2009 pendant la grande récession. De plus, les craintes concernant une récession ont diminué. Et il s'agit d'un changement d'humeur à grande échelle. Autrement dit, selon tous les indicateurs, les Américains préfèrent vivre avec Trump plutôt qu'avec les démocrates. Encore une fois, les économistes ont prédit l'échec total de la politique de Donald J. L'inflation, presque la famine, des émeutes dans les rues de ceux qui veulent réélire Trump pour autre chose. Et encore une fois, rien de tout cela ne s'est produit. Maintenant, seuls des blogueurs russophones extrémistes écoutent les économistes de gauche, ils rapportent de leurs prévisions, mais sans surprise. Et puis ils font simplement semblant que rien de tout cela ne s'est passé, transmettant cela à leur public restreint et un peu borné. Au fait, la télévision publique essaie de poursuivre Donald Trump pour avoir supprimé le financement de la télévision et de la radiodiffusion publique. En fait, il a dit que nous n'en avions absolument pas besoin, que c'était simplement de l'argent gaspillé sans qu'on sache vraiment pourquoi. C'est en fait, disons, sur ce qu'on appelle la télévision et la radio publique. Ils sont encore plus à gauche que tous les gauchistes. Et en plus, nous payons pour ça, pour qu'ils nous racontent ensuite toutes ces absurdités de gauche. NPR porte plainte contre l'administration de Trump.
De quoi s'agit-il? Cela concerne un décret présidentiel qui interdirait prétendument d'utiliser les fonds alloués par le Congrès à NPR et Public Broadcasting Service. Une plainte déposée devant le tribunal fédéral de Washington par NPR et d'autres stations de radio publiques, dont Colorado Public Radio et Aspen Public Radio, affirme que le décret présidentiel viole la Constitution et les garanties de la liberté d'expression prévues par le premier amendement. Aujourd'hui, il n'y a pas d'événement public prévu à l'agenda du président. Nous contactons la Maison-Blanche au sujet de cette plainte. Il sera intéressant de voir quelle sera leur réponse. Nous dépensons 535 millions de dollars par an, c'était l'année dernière, soi-disant pour informer les citoyens, alors que la télévision commerciale diffuse ces informations tout à fait gratuitement. Eh bien, il y a aussi la radio, les journaux, Internet et d'autres choses du genre. Maintenant, tout est simplement publié sur un site web, Donald Trump fait quelque chose sur le sien. Là-bas, Libertus est apparu sur Twitter. Toute la nation est au courant de cela. Pourquoi devons-nous payer 535 millions chaque année pour transmettre cette information, surtout qu'ils ne le font même pas? Si au moins ils le faisaient, d'accord. D'ailleurs, en ce moment, je ne parle même pas de Voice of America, Radio Svoboda et tout le reste. C'est un autre budget. Trump n'y touche pas. Il coûte environ 800 à 900 millions par an. Et c'est cette dépense. Transmettre le point de vue américain au monde, nous le considérons comme important et nécessaire. Voici l'avis du juge Napolitano connu dans toute l'Amérique. Je pense que ce serait plus simple si le président obtenait du Congrès l'arrêt du financement du Passenger Name Record. Depuis de nombreuses années, je pense que nous n'avons pas besoin d'un média officiel financé par l'État, comme dans les pays totalitaires. Nous n'en avons absolument pas besoin. Mais le Congrès l'a créé et seul le Congrès peut l'abolir. Donc, selon l'avis d'un expert juridique, seul le Congrès peut supprimer le financement de ces chaînes de télévision, de radio et de stations inutiles pour les citoyens. Et maintenant, une histoire très intéressante, je dirais même captivante, avec Garvar. En fait, Garvar est tout simplement l'incarnation, pour ainsi dire, de tout ce milieu universitaire. Un peu du genre à avoir le nez en l'air, ou plutôt le nez levé. Et le mépris pour tous les autres, ils savent tout mieux que nous, là-bas on est des idiots. Mais Garvar, c'est une sorte de quintessence. À Garvar et dans d'autres universités prestigieuses des États-Unis, il y avait constamment des manifestations anti-israéliennes, pendant lesquelles les étudiants empêchaient les Juifs d'aller en cours. Cela s'est produit pour la dernière fois en Allemagne sous les fascistes, puis maintenant chez nous dans nos universités. Les Juifs étaient maltraités, battus, aspergés, insultés. En outre, il y a en permanence de la propagande anti-américaine sur les campus, menée par un grand nombre d'étudiants venus de l'étranger. Ils sont venus spécialement pour cela, pour de l'argent. Nous ne savons pas qui, enfin, nous savons probablement qui. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe encore chez nous, mesdames et messieurs ? Dans les universités, on embauche et on admet non pas les meilleurs, mais des personnes issues de minorités ethniques et bien sûr des minorités sexuelles non conventionnelles. Alors, imaginez, si nous avons une majorité d'homosexuels, ces hétérosexuels deviendront une minorité. Est-ce qu'on nous acceptera alors ? Voilà, on ne prend ni les meilleurs ni les plus intelligents. Mais en même temps, donc, Garvar et les autres universités reçoivent des subventions de l'État, et ce ne sont pas de petites subventions que ces universités reçoivent. En même temps, ces actions vont directement à l'encontre, disons-le ainsi, au minimum de la Constitution des États-Unis d'Amérique. En fait, qu'est-ce que notre gouvernement attend de Garvar ? L'administration de Trump cherche à modifier radicalement ses relations avec l'université de Garvar par le biais de certaines mesures qu'elle propose d'introduire. La réduction des contrats fédéraux avec Garvar. Environ 100 millions de dollars ont été envoyés aujourd'hui à toutes les agences fédérales sous forme de notes de service. Et Newsmax dispose de cette information. Regardez par vous-même. Cette lettre, signée par l'administration des services généraux des États-Unis, ordonne aux agences fédérales de commencer à fournir une liste des contrats avec Harvard qui devront être réduits.
La lettre recommande également aux agences de rechercher des fournisseurs alternatifs pour les futurs services qui étaient auparavant prévus pour être confiés à Harvard, c'est-à-dire éventuellement les confier à d'autres établissements d'enseignement. La raison invoquée pour ces réductions est la position non constructive de Harvard concernant la lutte contre l'antisémitisme sur le campus et la supposée discrimination raciale. Quelles sont donc ces mesures? L'arrêt des contrats de fédéraux et du financement. Ils ne recevront aucun argent des autorités fédérales tant qu'ils n'auront pas corrigé leur comportement. L'administration ordonne à toutes les agences fédérales d'identifier et, lorsque c'est possible, de résilier les contrats avec Harvard. Le montant total dont nous avons déjà parlé avec vous s'élève à environ 100, je crois, milliards de dollars. Oui, 30 contrats. Le président Trump a publiquement proposé de réaffecter 3 milliards de dollars de subventions de recherche de Harvard au profit des écoles professionnelles. Ce n'est pas une école, bien sûr, c'est juste que j'ai essayé de le traduire ainsi. Il parlait d'autres universités qui ne se prennent pas de haut et qui se contentent d'enseigner aux Américains sans leur apprendre comment lutter contre le capitalisme. L'administration affirme que Harvard pratique la discrimination raciale lors de l'admission et de l'embauche du personnel et qu'elle ne protège pas suffisamment les étudiants juifs contre les persécutions. D'ailleurs, pas seulement les étudiants juifs, mais aussi les asiatiques, pour que vous le sachiez. L'escalade a suivi le refus de Harvard de se conformer pleinement aux exigences fédérales, y compris le refus de fournir des données détaillées sur les étudiants étrangers qui, en fait, viennent ici et organisent toutes ces manifestations, organisant des marches anti-américaines, brûlent des drapeaux, et ainsi de suite. L'administration a déjà suspendu ou gelé plus de 2,65 milliards de dollars de financement fédéral. Et elle a remis en question le droit de Harvard d'accepter des étudiants étrangers en général, ce que l'université conteste devant les tribunaux. Comment peuvent-ils faire cela? Eh bien, il suffit de ne laisser entrer ici personne avec un visa de Harvard. Dans une lettre envoyée par le gouvernement, je ne sais pas quelle organisation l'a envoyée, la Maison-Blanche ou le ministère de l'Éducation, mais Harvard a reçu la lettre suivante. Premièrement, mettre fin à la discrimination lors de l'embauche, des promotions, de l'attribution de postes importants, de l'admission des étudiants et réformer le système concernant les étudiants étrangers. Ne pas admettre à l'étude les personnes ayant manifesté un soutien au terrorisme, à la violence, à l'antisémitisme et transmettre au gouvernement toute information concernant des violations de la loi par des étrangers. Eh bien, ils n'accepteront pas cela. Je veux dire transmettre des informations. Cinquièmement, trouver une tierce partie, c'est-à-dire des consultants professionnels, pour qu'ils mènent une enquête sur la discrimination fondée sur des opinions politiques, ce que nous savons s'est produit. Mettre fin à la discrimination contre les non-gauchistes lors de l'embauche et des études. Là-bas aussi, il y aura des gémissements et des cris, parce qu'ils ont lutté pour cela pendant 30, peut-être même 40 ans, et enfin, ils y sont parvenus. Ici, Donald Trump est arrivé et exige d'annuler tout cela. Et ils ont renvoyé tout le monde, il n'y a plus que les leurs. Réformer les programmes remplis d'antisémitisme et d'autres préjugés dont il y a beaucoup. Mettre fin au soutien universitaire aux groupes d'étudiants qui ont soutenu le Hamas le 7 octobre et discréditer toutes les organisations étudiantes qui soutiennent des actions illégales, le terrorisme, la violence et autres actes similaires. À mon avis, tout cela est absolument logique, normal et constitutionnel. Prendre des mesures pour protéger les personnes qui transmettent au monde des informations sur les actions illégales de l'université Harvard. Eh bien, il s'agit en quelque sorte de personnes qui tirent dans la sonnette d'alarme, c'est-à-dire des personnes qui racontent, disons, soit aux journaux, soit aux magazines, soit à certaines instances, ce qui se passe d'illégal à l'intérieur. Là-bas, s'ils les persécutent, ces personnes sont déjà protégées par les lois fédérales, et Harvard est obligé de les respecter, mais il ne le fait pas. Pourquoi Harvard résiste-t-il? Après tout ce qui y est écrit est absolument constitutionnellement correct. La gauche était autrefois le symbole de la gauche, c'était l'égalité des droits. Il ne faut en aucun cas offenser qui que ce soit en raison de sa race. Le fait est que la direction de Harvard sait que, si elle cède, le groupe de personnes qui cédera sera maudit par les étudiants fanatiques, les professeurs et leurs sponsors. Peut-être que Harvard récupérera ce droit, le récupérera, renverra le droit d'accepter des étudiants étrangers.
C'est-à-dire que cette interdiction illégitime de la part de Trump, bien que Trump puisse jouer avec les visas autant qu'il le souhaite. Je pense que Trump a inclus quelques points pour faire des concessions sur certains sujets. Donc, peut-être que ce point a justement été inclus pour cela. Pour d'accord. Vous m'avez convaincu. Oui, c'est une technique normale lors de négociations normales. Mais ne pas embaucher des Blancs ou ne pas engager, donc, des professeurs de droite. Je pense qu'ils ne pourront pas convaincre le tribunal d'interdire à Trump d'exiger cela. Trump lutte contre ce qu'on appelle le wokisme, contre la discrimination, contre l'antisémitisme. C'est incroyable qu'il y a une vingtaine d'années, la gauche défendait la liberté, l'égalité, le fait de ne pas voir la couleur de peau, et maintenant ils sont pratiquement revenus à la philosophie des fondateurs du Parti démocrate, le Ku Klux Klan. Donc, aux slogans racistes, aux lois, à la discrimination totale des Asiatiques, des Blancs. Et si l'on parle de sport, alors aussi des femmes. Ils ont toujours été des démocrates, mais aussi des racistes. Les racistes du Sud l'étaient. Eh bien, ils l'étaient, oui. Combien d'années ont passé? Oui, et ils sont restés racistes. Tout de même, cette fine pellicule est tombée d'eux. C'est dans leur gène et apparemment dans leur sang. Eh bien, même maintenant. Regardez cette nouvelle juste ici. Nous avons des nouvelles sur le marché boursier. La dernière fois que j'ai vérifié, nous étions en hausse de presque 600. Alors je veux m'assurer que ces données sont à jour pour vous. Je vous le dis, les investisseurs commencent vraiment à croire en ce que sera l'avenir. Et c'est une période très excitante en ce moment. Waouh, il faut qu'on change ça. Mesdames et messieurs, nous avons grandi, regardez ça, presque 700 points sur le Dow en ce moment. Le Dow a gagné presque 700 points, 42 293. Pourquoi? Parce que, tout d'abord, Donald Trump a exprimé sa volonté de coopérer avec l'Europe. Il devait instaurer un tarif à partir du 1er juin, mais ils l'ont appelé et il a dit « D'accord, je suis prêt à travailler avec vous, compris ?» Donc, c'est à nouveau la conclusion d'un accord. Nous nous rapprochons d'un accord avec l'Europe sur les tarifs. Et, deuxièmement, la confiance des consommateurs. Honnêtement, cela m'a étonné, même si en réalité, ce n'était pas si étonnant que ça. Vous savez, il me semble qu'en ce moment, les gens sont plutôt satisfaits de la situation. Il y a eu, pour ainsi dire, une petite période difficile. Et puis soudain, vous savez, ils ont vu que les prix des œufs baissaient, que les prix des produits alimentaires diminuaient, que le marché boursier montait. Et devinez quoi, la confiance des consommateurs est revenue avec une nouvelle force. J'ai toujours très envie de revenir aux moutons qui criaient. Trump a tué l'économie, il ne comprend pas que les droits de douane signifient une inflation folle, ou alors vous verrez le dollar commencer à chuter, à baisser, et ainsi de suite. Nous n'avons pas vu tout cela. Je me souviens, ma fille, en première année de médecine, posait des diagnostics aux gens simplement en passant à côté d'eux. Elle passait à côté et disait « Toi, tu as la jaunisse, toi, tu as ça ». Et elle repartait après avoir jeté un coup d'œil d'une seconde. 3 ans plus tard, elle en savait déjà beaucoup plus. Et savait ce que moi, je ne savais pas. Là-bas, il y a une teinte jaunâtre. Ce n'est pas toujours un signe d'hépatite, et la toux peut avoir, je pense, une vingtaine de causes différentes. Le monde est si simple quand tu es ignorant, et il devient tellement plus complexe à mesure que tu en apprends davantage. Que vont faire les démocrates maintenant? Je veux dire, il est vraiment en train de gagner, n'est-ce pas? Il est vraiment en train de gagner. Il parlait du marché boursier. Vous savez, Laetitia veut le poursuivre en justice pour ça. Vous le croyez ou pas? Parce que peut-être qu'il y a 5 ou 6 semaines, il est sorti et a publié 2 posts sur les réseaux sociaux quand tout était vraiment sombre et mauvais. Et il disait juste « achetez des actions, achetez des actions ». Et depuis, le marché ne fait que monter. Donc selon elle, c'est d'une certaine manière du délit d'initié. Bien sûr, apparemment, elle a raté à la fac de droit le moment où on expliquait que le délit d'initié, c'est quand tu as une information confidentielle et que tu ne la partages pas avec le monde entier, comme il l'a fait sur les réseaux sociaux. Mais dans tous les cas, le voilà maintenant en Arabie Saoudite. Il a dit dans le bureau ovale, acheter des actions, c'est comme une fusée. Et puis il a répété cela la semaine dernière en Arabie Saoudite. Écoutez par vous-même. C'est incroyable ce qu'un marché haussier peut faire. Oh, il va monter encore beaucoup plus. Plus haut. En fait, j'ai dit aux gens il y a 5 semaines que c'était le moment idéal pour acheter
À l'époque, on m'a critiqué pour ça. Maintenant, on ne me critique plus. Les gens auraient dû écouter. Mais le marché va encore monter beaucoup plus haut. Vous verrez par vous-même, jamais auparavant, il ne nous est arrivé quelque chose de semblable. C'est une explosion d'investissements et d'emplois. Et d'excellentes entreprises viennent chez nous. Alors, selon les derniers calculs, Trump a rapporté d'Arabie Saoudite un engagement d'investir 600 milliards dans la haute technologie américaine. Du Qatar, 1,2 billion et les Émirats, au lieu des 300 milliards initialement prévus et planifiés. Après avoir parlé avec Trump et Musk, ils ont décidé d'investir 1,4 billion. Le montant des engagements d'investissement, donc, de ces trois pays, c'est 3,4 billion sur 10 ans de développement commun. Les sunnites ont mis leur argent, comme on dit en Amérique, là où est ta bouche, c'est-à-dire ils ont mis leur argent là où ils parlent. Oui, voilà, ils ont déposé une somme d'argent assez importante. Messieurs, là et là où ils pensent, ils auront un partenariat avantageux, pratique et honnête. Voilà. Eh bien, pour ceux qui ne peuvent pas attendre les procès contre les démocrates. Eh bien, nous avons encore des nouvelles du Federal Bureau of Investigation et de Dan Banjin. Il a dit « Je reçois des rapports sur plusieurs affaires chaque semaine et nous faisons des progrès. » Et il a ajouté « Si quelqu'un a des informations sur ces affaires, veuillez contacter le Federal Bureau of Investigation. » Il a également dit que lui et Kash Patel allaient se réunir. Ils essaient là-bas de relancer ou d'envoyer des ressources supplémentaires et l'attention de l'enquête sur... Vous êtes prête, fuite. Le projet de conclusion de la Cour suprême annulant la décision dans l'affaire Roe contre Wade. Je vous le dis, des personnes occupant des postes très élevés savent qui est cet informateur. Mais il s'agit aussi de la découverte de cocaïne dans l'aile ouest de la Maison-Blanche et du dépôt d'engins explosifs artisanaux près des bâtiments du Comité national démocrate et du Parti républicain. Il dit « Je demande des briefings, chaque semaine je les reçois, nous avançons. » J'ai parlé avec lui à la fin de la semaine dernière et je pense que nous verrons des arrestations dans certaines de ces grandes affaires. Je vous ai dit la semaine dernière que j'espérais voir quelqu'un en menottes dans l'affaire Covid. J'espère que cela arrivera là. Cette ou la semaine prochaine, mais nous verrons. La cocaïne qui a été trouvée à la Maison-Blanche? Non, sérieusement, nous devrions probablement déjà savoir qui c'était. Et aussi étrange que cela puisse paraître, je ne pense pas que c'était Hunter Biden. Nous devrions savoir qui c'était. Ils ont arrêté l'enquête après 11 jours parce qu'ils savaient... C'est Glenn Beck, autrefois une figure légendaire de la télévision américaine. Il était animateur musical à la GKM, et sur une toute petite station de radio, une petite station moyenne. Peu importe, il était tellement brillant et original que tout le pays a commencé à l'écouter. Et maintenant, voici Bill O'Reilly, une autre légende de la télévision. Ils ont tous les deux maintenant leur propre chaîne, et tous les deux ont des millions de téléspectateurs. Donc le seul parti politique stable est en train de s'effondrer, et c'est le Parti démocrate qui disparaît littéralement sous nos yeux. Quelle période historique intéressante. C'est justement le sujet de notre rubrique d'aujourd'hui. Permettez-moi d'expliquer plus en détail. Depuis l'époque de la présidence de Jimmy Carter, le Parti démocrate n'a jamais été aussi faible, aussi affaibli. Un homme aussi contradictoire que Donald Trump arrive au pouvoir, non pas parce que tant d'Américains aiment Donald Trump. Il est soutenu par les partisans de Make America Great Again, mais aussi parce que Joe Biden et le Parti démocrate se sont révélés être une catastrophe. Biden a été le deuxième meilleur président de notre histoire. Et je décris cela en détail dans le livre « Résistance au président ». Alors, un nouveau sondage mené auprès de 1175 adultes. L'échantillon est objectif. Question, avez-vous une opinion favorable ou défavorable du Parti démocrate? Opinion favorable, 36%. Opinion défavorable, 55%. Vous plaisantez? C'est une catastrophe. C'est-à-dire que seuls les membres du Parti démocrate pensent du bien du Parti démocrate et plus personne d'autre. Et cette semaine, avec Donald Trump qui connaît un certain succès, cette semaine, après que Donald Trump a obtenu certains succès économiques dans le Golfe Persique et que le marché boursier est revenu au niveau où il était avant le jour de la libération,
les républicains ont de nouveau gagné un certain élan. Et les démocrates ne savent pas comment y faire face. Je pense que c'est une affirmation exacte. Mais ce qui est encore pire, c'est que maintenant, l'administration du président Biden commence à être exposée et tous ces livres sortent maintenant affirmant que le Parti démocrate savait que Biden avait des problèmes de santé mentale, que ses capacités intellectuelles diminuaient. Ils ont menti à ce sujet, tout comme les médias qui les soutiennent. Tout le monde a menti. Actuellement, le démocrate le plus influent du pays est le sénateur Charles Schumer. Lancez l'enregistrement. Je voudrais savoir quand vous avez vu cette personne assise sur ce canapé ce jour-là. Étiez-vous là? L'avez-vous vu de près? Vous ne vous doutiez vraiment pas qu'il ne convenait pas pour un second mandat? Casey, nous regardons vers l'avenir. Nous faisons face à la plus grande réduction de Medicaid. Nous avons tout. Oui, eh bien, vous êtes au niveau fédéral, vous faites face à cela parce que vous avez perdu l'élection présidentielle. Et n'est-ce pas la responsabilité de Joe Biden de décider de se représenter? Nous regardons vers l'avenir. Tout va bien. C'est honteux. C'est vrai, c'est honteux pour eux. Vous savez, nous avons menti à ce sujet. Tout notre groupe l'a fait, mais maintenant, nous n'allons pas discuter pourquoi nous avons menti. Au peuple américain. C'est vraiment l'un des pires extraits sonores que j'ai jamais vus. Eh bien, c'est-à-dire, oui, vous nous avez eus, la voilà. Mais qui, l'ancienne, va changer? Donc voilà l'œil là-bas sur le scandale, donc ça grandit quand même. Il est en bonne forme physique, je veux dire mentalement. Là, je pense que la question est physique. L'État, c'est vrai, plus de 7, c'est vrai? Eh bien, alors comment devons-nous poser cette question? C'est-à-dire que tout ralentit avec l'âge, et peut-être qu'il n'a déjà plus l'endurance nécessaire pour organiser des événements publics comme il pouvait le faire à 60 ou 70 ans. Mais est-ce que cela signifie qu'il n'a pas l'endurance nécessaire pour accomplir son travail? Je pense qu'il n'y a pas de réponse simple à ces questions. Je suppose que vous le considérez comme une personne qui suscite de la compassion et qui a de bonnes intentions. Il a 81 ans et sa mémoire, eh bien, elle ne semble pas exceptionnelle, mais elle n'est pas terrible non plus. Mais je ne comprends pas cette indignation. Il ne comprend pas cette indignation. Ce scandale, croyez-moi, mesdames et messieurs, sera plus grand que le Watergate et plus important que l'assassinat de Kennedy. D'accord. Enfin, le Parti démocrate continue de faire ce qui lui a déjà causé des problèmes, diffuser de la propagande. Maintenant, je vais vous donner 2 exemples. D'accord. Ainsi, ce débat autour de l'avion héros est amplifié par les médias et c'est aussi soutenu par les démocrates. C'est terrible. Trump ne devrait pas voler sur cet avion. Et l'une des raisons pour lesquelles les démocrates disent que Trump ne devrait pas voler sur cet avion, c'est que le Qatar soutient les terroristes, en particulier le Hamas. Mais pour le moment, ce n'est pas la réalité. Lancez l'enregistrement si vous savez ce qui s'y passe, et moi je le sais. Tous ces États du Golfe Persique investissent des milliards de dollars dans les soi-disant programmes antiterroristes. Tous, hier soir sur News Nation. J'ai dû faire une remarque à notre ami Lee Landau-Wittert qui m'a dit que le Hamas se trouvait toujours au Qatar. Et ce n'est pas vrai, c'est clair. Il n'y a aucun haut responsable du Hamas au Qatar. Aucun, c'est clair. Donc tout cela, ce que diffusent les médias et ce en quoi les gens croient, c'est tout simplement faux. Trump a réussi à séparer le Qatar du Hamas, à les convaincre de devenir des partenaires des États-Unis, et après l'Arabie Saoudite, je suis sûr qu'ils signeront un accord avec Israël. Oh, eh bien, ce qu'on appelle les accords d'Abraham. La gauche ne veut tout simplement pas des succès de Trump et est donc prête à jeter aux oubliettes, y compris Israël, même les juifs démocrates, si cela peut nuire à Trump. C'est vraiment incroyable, absolument incroyable, que la gauche nous déteste à ce point qu'ils sont prêts à trahir, à vendre l'Amérique. Oui, en général, tout ce qu'ils veulent, tant que cela peut nous nuire à vous et à moi. Avant, je pensais, j'ai vécu là-bas pendant 11 ans, en Israël, j'ai servi dans l'armée, j'ai beaucoup communiqué avec des Arabes. Je connais leur mentalité, j'ai côtoyé de bons gars et aussi des moins bons. Mais il me semblait qu'une partie de la culture arabo-musulmane, c'est que nos enfants meurent du moment que, tu vois, les tiens meurent aussi, les enfants de notre ennemi.
D'ailleurs, les Israéliens ont même un terme pour cela, ils appellent ça la culture de la mort, si je ne me trompe pas. Menahem Begin a dit « La paix ne sera possible que lorsque, pour les mères arabes, la vie de leurs enfants sera plus importante que notre mort. » Je n'aurais jamais pensé que les Américains, d'ailleurs les Ukrainiens aussi, que nos enfants meurent, mais peut-être qu'alors nous pourrons punir Poutine. Il faut que la vie de ses propres enfants soit plus importante que la mort de qui que ce soit. Donc, ce n'est pas un trait arabo-musulman, mais un trait universel. Voilà ce que je veux dire. Quand une personne décide elle-même de devenir kamikaze, c'est une chose. Mais quand quelqu'un d'autre décide de sacrifier sa vie pour atteindre ses propres objectifs, c'est tout autre chose. Oui, mesdames et messieurs, des likes, des abonnements. Et il y a déjà des traductions de mes vidéos en espagnol, français et portugais. Elles existent déjà et maintenant il y a aussi l'anglais. Les notes seront ci-dessous dans la description. Et pour l'instant, merci de m'avoir écouté. À la prochaine fois. Les sous-titres ont été créés par moi.